Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, l'ouverture de la session US, 9h15 sur la côte est des États-Unis, ouverture de Wall Street, les marchés actions qui sont positifs, qui sont haussiers, à l'image de la tendance qui se déploie depuis le début de la semaine, après une phase de transition latérale, il redémarre, le DAX fait d'ailleurs déjà de nouveaux sommets. Nous vous avions donc invité ce matin à ne pas avoir le biais contrarien et à ne pas voir dans l'analyse chartiste du DAX une tête-épaule, mais bel et bien un range dont la partie basse s'achetait donc dans le sens de la tendance. En début d'après-midi, donc en matinée, aux États-Unis, des membres importants du FOMC ont pris la parole, ce qui a soutenu le dollar américain, ce qui a fait donc refluer à nouveau l'once-d'or, monter l'USD CAD, l'USD CHF, l'USD Yen, baisser l'euro-dollar, bon bref, à peu près les mouvements de marché en place depuis plusieurs semaines, mais au fond des mouvements de marché en place depuis 15 mois et qui restent pour le moment les mêmes. On va faire le point sur ces éléments-là. Des statistiques immobilières américaines légèrement décevantes, mais qui sont des statistiques de second rang, qui ne nuisent pas à la tendance de fond, mais qui permettent au contraire de profiter de replis intraday pour rentrer dans ces mouvements de fond. Et sous vos yeux, enfin, l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des produits CFD de manière générale. Alors, deux choses, et je vais continuer de vous rappeler ça à l'ouverture du Wall Street Insider. La première, le spread FXM sur le CFD US30 a été divisé par 2, passé de 4 à 2, et d'autre part, dans le cadre de l'amélioration de nos produits CFD, il n'y a plus de restrictions concernant la distance au stop. C'est quelque chose que vous pouvez constater en ouvrant par exemple le ticket d'ordre du CFD GR30 et en cherchant donc à positionner un ordre stop dans la deuxième partie du ticket. Vous allez voir, vous pouvez le mettre à 1 point par exemple. Dans tous les cas, il n'y a plus de restrictions à la distance au stop. Alors, on passe au marché maintenant. Ce soir, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, vous connaissez le topo par cœur. Le marché se projette sur un débriefing de la dernière réunion de la Fed, celle qui avait été tenue le 28 octobre dernier et qui avait fermement soutenu le dollar américain. Alors, étant donné que j'ouvre là l'émission Wall Street Insider, je vais parler de l'US Dollar Index, de FXM, qui monte, qui rebondit d'ailleurs sur support. Je vais vous parler du Dow, du Nasdaq, du SP500 qui rebondissent après avoir proposé en début de semaine des structures de relance dans le sens de la dynamique en place depuis la fin du mois de septembre. Et enfin donc un mot sur tout ce qui est lié justement au dollar américain, à savoir les métaux précieux, les paires de devises majeures et de manière générale toutes les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, mais bien sûr sur les actifs financiers. Alors, déjà, le calendrier économique d'EliFX, il est mis à jour, hein, puisque lorsqu'une statistique est publiée, le calendrier se met à jour. Donc, vous avez les derniers chiffres. Voici donc le calendrier filtré en date du jour et uniquement sur les statistiques américaines. Donc, je continue de personnaliser le calendrier. Mise en chantier décevante. Mais pas de quoi inverser la dynamique du dollar américain. Permis de construire supérieur aux attentes. Bon, dans tous les cas, ce qui a soutenu à l'ouverture de la session américaine le dollar américain et ce qui a permis à l'USD4 d'attaquer sa résistance et surtout à l'USD Yen de rebondir depuis ce matin, il s'agit des prises de parole de M. Lockhart, de M. Dudley. À partir de 14 heures, il y a eu donc un regain de volatilité dans le sens de la tendance haussière du dollar américain. Et donc ce soir, voici le rendez-vous. Encore une fois, attention ce soir à 20 heures, il n'y a pas d'émission spéciale sur dailyfx.fr puisqu'il n'y a pas de communiqué de presse, il n'y a pas non plus de conférence de presse. Il y a ce soir un compte-rendu qui vient débriefer ce qu'il s'est passé le 28 octobre. Alors que s'est-il passé le 28 octobre? Vous avez ici l'US Dollar Index. Je me concentre moi sur la tendance en place depuis le 15 octobre. Vous avez cette jambe de hausse du 28 octobre. Et bien ce soir, à 20 h heure de Paris, les minutes de la Réserve fédérale débriefent donc cet impact haussier. Et là vous avez l'influence du rapport NFP qui était donc le très solide rapport sur le marché du travail publié aux États-Unis au titre du mois d'octobre. D'un point de vue de l'analyse technique, le dollar américain rebondit donc depuis quelques heures à proximité d'un support à 12 162 points sur l'US Dollar Index. Alors vous allez me dire pourquoi 12 162 et pourquoi pas 12 161? Parce que 12 162 c'est au point près précisément le précédent sommet annuel de l'US Dollar Index qui a justement été dépassé le 6 novembre. Donc pour le moment, le dollar américain garde la main sur le marché des changes.
Avant de vous parler du dollar américain et des indices américains, j'actualise la vue de marché qu'on vous a proposée ce matin sur les indices européens. Je me souviens ce matin, nous avons fortement insisté sur le fait que, au sein de notre équipe, nous avons exclu le scénario d'une structure en épaule, tête, épaule sur le DAX pour deux raisons. D'une part, figure ici qui va dans le sens opposé de la tendance en place depuis le début de la semaine. D'autre part, il peut s'agir d'une tête-épaule, mais la ligne de coup n'était pas brisée. Et enfin, troisième élément, il y avait sur l'indicateur technique RSI ici en données 15 minutes une divergence haussière cachée lorsque l'indice était sur son support compris entre 10 866 et 10 880. Alors ce matin, il y avait de la volatilité réalisée d'environ une cinquantaine de points. Ce qui nous avait marqué ce matin, c'était la succession de mèches basses lorsque le marché faisait une incursion à proximité de cette zone de support comprise entre 10 866 et 10 880. Le marché a réagi favorablement, repart à la hausse. Nous sommes sous l'influence de la session du lundi 16 novembre. Le lundi 16 novembre, il y a eu des avalements haussiers daily sur le DAX, sur le SP500, sur le Dow, sur le Nasdaq, sur le CAC. Il y a eu un marteau magnifique sur l'Eurostoxx 50 sur 3300 points et un avalement haussier sur l'USD Yen. Bref, tout ce qui concourt à défendre l'attrait pour le risque. Alors maintenant, il ne faut pas exagérer, hein, on n'est pas aussi face à une séance d'euphorie haussière, mais ce que je simplement tiens à dire, c'est que le marché reste bien orienté, dans le cadre à la fois de la dynamique en place depuis fin septembre et surtout celle depuis le vendredi 13 novembre. Et cette impulsion positive, au moment où je vous parle, le DAX était sur support ce matin, et maintenant il est sous résistance à 10 995 points, 11 000 points. C'est une résistance, certes, mais dans le sens de la tendance haussière, selon moi, les résistances sont à utiliser uniquement pour prendre des bénéfices si on est à l'achat. Elles sont susceptibles d'être débordées lorsque le marché est bien orienté. Voilà donc pour le DAX, 11 000 points. Donc l'Eurostoxx 50 en données 4 heures semble repartir à la hausse, ainsi que le CAC 40 qui est donc sorti par le haut probablement d'une espèce de structure de compression en biseau. Formation d'un support sur 4872 points, le marché donc repart et reste bien orienté. Alors, je vais maintenant parler des indices boursiers américains et puis ensuite du dollar américain. Un indice, le Dow. Alors pourquoi je parle du Dow Jones? Parce que encore une fois, publicité oblige. Je vous rappelle que si les indices boursiers US vous intéressent, le CFD US 30 a vu son spread divisé par 2. Allez voir, il est fixé à 2. Un mouvement de reprise des marchés actions américains en 4 temps pour le moment. J'ai le sentiment qu'on a démarré la 5e vague. Structure en avalement haussier sur le Dow Jones ici le 16 novembre. On est pour l'instant porté par cette structure en bullish engulfing et j'ai le sentiment que ce marché donc redémarre ici et je vise toujours à horizon fin novembre les 18 000 points sur l'indice Dow Jones. Ensuite, je vais étudier les autres marchés, et notamment ici le SP500. Le SP500, j'ai le sentiment qu'on a fait une première jambe de hausse, qu'on vient de former un support à 2050 points, et qu'on repart. Moi, ce qui m'intéresse sur le SP500, c'est qu'en réalité, le marché, début novembre, a réalisé un pullback sur 2000 points. 2000 points qui était la ligne de coup d'un puissant double bottom qui avait été construit sur 1875 points. Je pense toujours que le Dow Jones, le SP500, pardon, peut remonter en direction des 2080 points. Si simplement j'applique la méthode du mouvement proportionné, cette jambe de hausse au point bas de la conso, j'aurais tendance à dire qu'on peut viser sur le SP500 2080, 2084 et même un retour à 2100, 2110 d'ici donc la fin du mois de novembre. Après, pour ce qui est des stratégies d'achat des indices boursiers, mieux vaut quand même privilégier les marchés actions européens parce que les marchés actions européens bénéficient de la perspective de voir la Banque Centrale Européenne augmenter son quantitative easing et surtout bénéficient d'un taux de change faible pour l'euro sur le marché des changes. Qu'en est-il maintenant des paires majeures? Rien de nouveau finalement sous le soleil depuis ce matin, il n'y a pas de mouvement excessif, si ce n'est la réaction intéressante du taux de change USD-Yen à proximité de ce support dynamique. Alors nous avons étudié ensemble ce matin cette ligne de tendance qui génère depuis une reprise d'une trentaine de pips, pas de quoi s'extasier, mais le scénario reste toujours celui donc de la poursuite de la hausse du taux de change
USD Yen. Alors, ce matin, j'ai envisagé le taux de change USD CAD. Le taux de change USD CAD qui m'intéresse parce qu'on attend aujourd'hui à 16h30 la publication de l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis la semaine dernière. L'idée c'est quoi? C'est qu'il pourrait y avoir à nouveau un restockage important, ce qui ne ferait qu'entretenir la pente de la courbe du restockage de barils de pétrole aux États-Unis, qui est fermement haussière ces derniers mois, même ces dernières années, mais surtout ces derniers mois. Avec un restockage significatif cet après-midi, on peut envisager un taux de change USD CAD dépasser les 1,3350. Mais c'est pas fait. Moi, ce qui m'intéresse sur le taux USD CAD, c'est la ligne de tendance en place depuis le 15 octobre. Dans l'idéal, le marché dérive à plat, prend contact et dépasse. Le pivot sur l'USD CAD, il est visible ici, c'est bien 1,3350. C'est le niveau qu'on avait tenté de dépasser fin septembre, qu'on a réintégré, on est calé dessous. Mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans des starting blocks. Hein. Je fais un peu référence là à l'athlétisme. Donc le principe c'est qu'en fait, dans une phase d'attente avant d'accélérer, et je pense donc que l'USD CAD pourrait, soit avec les stocks de pétrole, soit ce soir avec les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, dépasser les 1,3350 pour remonter en direction des 1,35. En tout cas, il s'agit du seuil à surveiller ici sur le taux de change USD CAD. Alors, les autres paires majeures, l'USD CHF, l'euro-dollar, l'AUD-USD et le GBP, enfin bref, toutes, c'est parti, je vais les regarder avec vous. Le taux de change USD-CHF continue son petit bonhomme de chemin. Encore une fois, il fait des nouveaux sommets. Donc voilà, 1,0173. Je continue de viser 1,0250 depuis la cassure des 1. 1 dollar américain égale 1 franc. Ça reste haussier, il n'y a rien à dire. Donc voilà, écoutez, ça continue son petit bonhomme de chemin. Le taux de change NZD-USD menace sérieusement de casser le support à 0,6450. Si le NZD-USD brise le support à 0,6450, c'est un signal de vente majeur pour réintégrer le précédent range ici et retomber en direction des 0,6236. Attention donc, mais il est sur support. Le taux de change GBP-USD reste capé par une résistance à 1,5240. Je rappelle que l'économie britannique a enregistré 2 mois consécutifs d'inflation négative, ce qui maintient sous résistance donc le GBP-USD. Et au fond, on peut toujours considérer, même si je suis moins à l'aise avec le câble parce qu'il est moins directionnel, on peut toujours considérer les 1,6240 $ comme une résistance susceptible d'être utilisée pour gérer son risque dans le cadre d'une stratégie donc de vente. L'AUD USD reste baissier. Vous avez sur notre site 2 articles sur l'AUD USD. Un qui utilise l'analyse chartiste conventionnelle proposée par notre analyste Yoav et un autre qui utilise l'analyse chartiste l'analyse technique basée sur les vagues d'Elliott et les fourchettes d'Andrews de notre partenaire donc Nicolas Lavallée. Donc vous avez là un graphique bien complexe, mais avec des fourchettes d'Andrews et un décompte elliottiste et des extensions de Fibonacci. Vous montrons à quel point actuellement le taux de change AUD-USD il est un peu à la croisée des chemins. Cet article, s'il vous intéresse, je vous en donne le lien dans la section commentaires. J'aurais tendance moi à faire actuellement un parallèle avec toutes les devises des matières premières. L'USD CAD pourrait accélérer au-dessus d'un 1,3350. Le NZD-USD teste un seuil décisif à 0,6450 susceptible d'être brisé ce soir avec les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Quant au taux de change AUD-USD, je pense toujours que le risque principal à terme, c'est qu'on a cette tendance de baisse depuis septembre 2014, qu'on fait un espèce de drapeau là, et je pense vraiment qu'on pourrait sortir par le bas un jour et retomber en direction des 0,69 $. Voilà, écoutez, je pense avoir couvert tous les taux de change. Ah non, il manque l'euro-dollar, hein, forcément, j'avais pas fait l'euro-dollar. L'euro-dollar, écoutez, que dire sur l'euro-dollar si ce n'est qu'il reste pour le moment sous pression, qu'il se maintient sous la toute première résistance à 1,0690 $, 1,07 $. De manière générale, moi ce qui m'intéresse, c'est cette ligne de tendance baissière en place depuis le 15 octobre. Je continue de viser sur le taux de change euro-dollar
un retour en direction des plus bas du 13 avril dernier. Et les plus bas du 13 avril dernier sur le taux de change euro-dollar sont actuellement fixés à 1,0520 $. Après, j'admets quand même avoir une préférence pour le taux de change USD-CHF, d'ailleurs, pour la raison déjà chartiste, simple, qui fait que la ligne de tendance est plus proche du niveau actuel des cours. Et d'autre part, l'USD-CHF vient de construire en données 4 heures un avalement haussier. Il sort par le haut d'un range. L'USD-CHF fait déjà des nouveaux sommets, alors que l'euro-dollar, lui, ne casse pas encore de support. Mais qu'est-ce que nous enseigne l'analyse technique depuis 4 semaines? L'USD-CHF est en avance sur l'euro-dollar, tout comme le GBP-CHF à travers sa hausse est en avance sur les cassures de support de l'euro-GBP. Donc, ça peut être précurseur de cassure de support sur l'euro-dollar. Pourquoi le franc est-il en avance sur l'euro-GBP ou encore le taux de change euro-dollar? Pour la simple et bonne raison que le taux de change euro-CHF est haussier. Le taux de change euro-CHF forme une base solide à 1,0750. Derrière la solidité de ce taux de change euro-CHF se cachent les interventions sur le marché des changes de la Banque nationale suisse. La Banque nationale suisse, rappelez-vous, elle l'a prouvé le 15 janvier dernier, peut agir de manière très agressive, surtout lorsqu'il s'agit d'aller au-delà de ce que fait la Banque centrale européenne. Tant que vous constaterez une dynamique haussière de l'euro-CHF, vous pouvez considérer que le GBP-CHF est précurseur de l'euro-GBP et que l'USD-CHF est précurseur de l'euro-dollar. En tout cas, c'est le raisonnement que je choisis de vous proposer. Alors, le pétrole. Que dire sur le pétrole et de manière générale, les matières premières. Les pétroles ont cassé des supports mi-novembre. Depuis, ils sont dans des ranges. Ces ranges, je les interprète comme des pauses avant de voir les plus bas annuels retestés. Deux résistances me semblent intéressantes sur les contrats de pétrole. D'ailleurs, notre contrat US Oil expire demain soir, au passage, je vous le dis. Je vais vous montrer ça. Vous avez donc déjà sur le site FXCM les informations adéquates dans la section des produits. Mais sinon, vous pouvez aller ici sur le forum d'LIFX et vous allez donc trouver toutes les informations dans cette section, expiration et heure de trading. Donc on va aller vérifier ça ensemble. Ici, vous allez donc dans la section expiration CFD sur métaux, pétrole et gaz naturel. Ici, vous avez donc le tableau de l'expiration de l'US Oil. Et non, c'est ce soir. C'est ce soir l'expiration du contrat FXM. C'est le 18 novembre. Autant pour moi. Donc le contrat FXM expire ce soir, que je vous dise pas de bêtises. Donc au passage, pour ceux qui détiennent des positions swing, elles sont clôturées ce soir. Excusez-moi, problème de son. Alors, donc, le pétrole, un range sous 42,50. Je considère que les 42,50 sont la résistance qui me semble donc opportune pour une stratégie de vente sur l'US Oil. Idem sur l'UK Oil. l'UK Oil c'est 46,20. Bon, on est déjà beaucoup plus bas. Écoutez, voilà. L'idée c'est quoi? On a probablement sur l'US Oil peut-être une espèce de structure triangulaire. Je ne veux pas non plus tomber dans le chartisme excessif, mais l'idée c'est que j'y vois une phase de pause avant d'avoir la poursuite de cette tendance de baisse. Et je dirais que ça irait assez bien avec le scénario ici sur l'USD CAD d'une cassure des 1,3350 et d'une accélération en direction des 1,35. Il y a deux possibilités, je pense, sur l'USD CAD. Soit le marché dépasse la résistance directe, soit d'abord il revient sur la ligne de tendance. Pourquoi pas, par exemple, avec un déstockage. Pourquoi pas un déstockage hebdomadaire
qui ne changerait pas la tendance de la courbe du restockage, mais qui lui ferait faire un petit creux. Et donc ce qui pourrait soutenir le pétrole qui rebondit vers une résistance, renvoyant USD4 sur support, permettant de prendre le train de la tendance. Ça peut être un peu le scénario idéal, mais on peut avoir un scénario idéal, mais le marché ne va pas forcément le reproduire. D'accord, donc je vous confirme, à l'expiration du CFD US Oil, c'est le 19 novembre, c'est donc bien demain. Expiration donc du CFD US Oil de FXM. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces taux de change majeurs. Qu'en est-il maintenant des métaux précieux? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'on est toujours dans un range après avoir cassé hier les plus bas annuels. Et j'estime toujours que l'once d'or construit un range ici, avant bien de poursuivre sa tendance, puisqu'il a donné hier un signal de baisse sur les marchés en brisant ses plus bas de l'année 2015 et en évoluant sur un plus bas de 5 ans, etc. etc. Bon, vous connaissez le topo par cœur. Je vous invite simplement à aussi prendre connaissance du signal positif que donne la bourse de Londres, avec un indice FTSE 600 qui est en train de tenter de déborder le pivot des 6250 points. Le marché britannique est bien cadré par l'analyse technique. On a ce canal de progression. On avait un pré-signal positif qui a été donné le 16 novembre. J'ai le sentiment qu'on a fait un V-bottom, une jambe de hausse, une pause et que ça relance. Je pense qu'à court terme, la bourse de Londres, à travers la tendance ici de Lucas 100, pourrait remonter vers 6300 et 6325 points ici, donc les sommets du 11 novembre dernier. L'Eurostock 50, c'est vraiment propre ce qu'il fait. On a eu le pullback sur 3300. Là, on fait un espèce de petit range. Alors, je ne sais pas exactement la forme qu'il a. Vous pouvez affiner en H1 pour lui trouver une forme précise. Mais moi, l'Eurostock 50, je pense qu'on va remonter à 3480. Alors, si l'Eurostock 50 doit remonter à 3480, cela signifie que le DAX, lui, pourrait potentiellement pousser jusqu'à 11050 par exemple, qui sont ces sommets du 6 novembre. Bon, en tout cas, la dynamique générale des marchés actions reste positive. Et l'once d'or teste d'ailleurs une oblique de résistance et il semble rejeter là déjà. Quelle est cette oblique de résistance sur le métal jaune? J'ai le sentiment qu'on fait un triangle d'ailleurs dans la tendance baissière. C'est la ligne de tendance qui attrape tous les sommets depuis le début de la semaine, parce que vous avez ici les chandeliers horaires du métal jaune. Ok, je vais mettre le pétrole et je regarde donc vos questions. Première question de visiteur. Faut-il vendre le NZD USD s'il casse son support? Eh bien, déjà il n'y a pas d'obligation, donc il ne faut pas. Mais j'aurais tendance à dire que oui, vous avez raison. Si le NZD USD casse les 0,6456, qu'il est fortement probable qu'il fasse, il s'agira d'un signal de vente. Le NZD USD fait souvent des pullbacks. Il casse, il pullback. Alors là, sur un support, il est difficile d'envisager la stratégie de vente parce que ce marché était sous résistance hier soir d'ailleurs, à 0,65 $. Il s'est maintenant éloigné de la première résistance d'environ une cinquantaine de pips. Le timing n'est pas bon là pour gérer son risque. Par contre, j'ai quand même le sentiment que ça cassera. Et que ensuite, le mouvement de retour, il sera important pour se placer. L'objectif, on peut être ambitieux, réintégrer une pattern ancienne qui avait retourné la tendance, et bien c'est retombé tout en bas, et donc 0,6240 $ me semble être une cible technique pour le coup hyper crédible sur ce marché lors des 2 prochaines semaines. Alors, bonjour Laurent, peut-on avoir autre chose qu'une baisse puisqu'il s'agit d'un débriefing? Je veux dire, tout est possible, mais moi j'aurais tendance à croire que les minutes de la Fed peuvent au contraire prolonger la tendance de l'euro-dollar. Les minutes de la Fed, elles n'ont pas été écrites le 28 octobre. Le 28 octobre, on s'est mis d'accord sur un communiqué de presse. Il y a des choses qui se sont passées pendant 2 jours. Et à l'issue des 2 jours, le FOMC produit un communiqué de presse. Mais tout ce qui s'est passé pendant 2 jours, les discussions, les votes, les détails, sont rassemblés dans un document
qui lui est publié 2 semaines plus tard. Probablement parce qu'il faut déjà du temps pour faire un travail de synthèse générale, etc. Alors, à moins que le communiqué de presse du 28 octobre ait caché un certain nombre d'éléments, j'aurais tendance à dire que les minutes, généralement, confirment la précédente réunion. D'autre part, on a quand même eu hier une inflation aux États-Unis 2 fois supérieure aux attentes au mois d'octobre. Alors quand je dis 2 fois, c'est facile, hein. On attendait 0,1, on a 0,2. Ça reste quand même faible, mais surtout une inflation sous-jacente qui est à 1,9%, qui était 1,7 en août, 1,8 en septembre, 1,9 en octobre. La prochaine étape, c'est 2, la fameuse cible de la Fed, même si ce n'est pas l'indice des prix à la consommation qu'elle suit, c'est l'autre, celui du département du commerce, mais ce qui compte, c'est la tendance générale. Le marché, de toute façon, n'est que projection. Généralement, lorsque la news tombe, c'est terminé. C'est pour ça que ces statistiques créent les tendances, parce qu'elles entretiennent les projections des investisseurs. Alors, question de Fifi, quelle serait la bonne résistance sur l'euro-dollar? Je ne vais pas vous donner un prix, je vais vous donner une ligne de tendance qui se trouve ici. Elle est toute simple, toute simple. C'est celle qui attrape tous les sommets de marché depuis le 15 octobre. Et c'est clairement celle-ci, moi, qui m'intéresse, donc cette ligne de tendance baissière. Vous pouvez l'associer à la même ligne, mais dans le sens opposé, du taux de change USD-CHF. Alors en effet, le franc présente un risque, parce qu'à tout moment, la Banque nationale suisse peut intervenir, mais la Banque nationale suisse, elle ne va pas se mettre en face de la hausse de l'USD-CHF. Au contraire, ça l'arrange. Si la Banque nationale suisse intervient, ce qu'elle fait probablement, ça fait monter l'euro-CHF. L'euro-CHF monte depuis plusieurs semaines. C'est pas mal, hein, le rejet sur l'once d'or sous la ligne de tendance là, en données horaires depuis le début de la semaine. Alors question sur le GBP-CAD. Oui, Kerzelen, les minutes de la Fed peuvent faire monter le taux de change USD-CHF jusqu'à 1,0250. On n'en est pas loin. Alors le GBP-CAD, c'est aussi intéressant que l'USD-CAD. C'est haussier. Le CAD est baissier. Je pense qu'il y a du potentiel de baisse sur le pétrole. Je vous ai dit que l'USD-CAD était dans les starting blocks sous 1,3350. Et bien ce qui est intéressant, c'est que le GBP-CAD est dans les starting blocks sous les 2,0330. On peut faire un parallèle entre le GBP-CAD et l'USD-CAD parce que le GBP-USD est un range. Donc c'est sans surprise qu'on constate à court terme une dynamique assez similaire du GBP-CAD et de l'USD-CAD. En cas de débordement des 2,0330, on pourrait même envisager une structure en épaule, tête, épaule inversée. Et si ça passe, remonter jusqu'à 2,0560. Donc il y a un potentiel de voir le GBP-CAD monter en dépassement des 2,0330. Qu'est-ce qui pourrait faire remonter l'euro-dollar ce soir? Deux possibilités, des rachats de short. On a quand même perdu 900 pips en ligne droite depuis le 15 octobre. Donc des rachats de short. Ou des éléments présents dans les minutes de la Fed qui suggèrent que, bien finalement, quand même, la Réserve fédérale des États-Unis s'inquiète encore du contexte. Bref, des éléments qui viennent répondre à contre-pied de ce qui a été publié le 28 octobre. Alors, est-il judicieux de prendre ses bénéfices avant les minutes de la Fed? De manière générale, je dirais qu'il est toujours judicieux de prendre ses bénéfices avant un événement qui est susceptible de créer de la volatilité pouvant aller chercher vos stops. Donc la réponse est oui. Maintenant, faut-il prendre totalement ses bénéfices? Ça dépend un peu comment se situe votre PNL latent. Je dirais que si vous êtes en gain assez largement, vous pouvez en effet prendre des bénéfices à hauteur 50% de la position, le reste un stop au cours d'entrée, ça retombe, vous avez pris les gains sur la moitié, vous êtes à zéro sur le sol, ça continue de monter, et bien au final c'est gagnant, donc ça peut être une approche win-win.
Alors non, Filou, pour répondre à cette question, non. Si le WTI monte, le CAC avec Total peut-il suivre? Alors, bon, un rebond technique, ça fera pas grand-chose hein, de manière générale. J'ai pas d'analyse chartiste à vous proposer sur le titre Total. Ça viendra lorsque vous aurez depuis la plateforme accès à la gamme des CFD internationaux euh, sur action, hein. Et pour l'instant, je n'ai pas d'analyse à vous proposer. Euh, si la Fed monte ses taux ce soir. Alors, il n'y a pas ce soir PYJ, il n'y a pas de décision de politique monétaire de la Fed ce soir. C'est juste un compte rendu de ce qui a été dit il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision prise ce soir. Donc voilà, il ne faut vraiment pas confondre. Je vois qu'il y a une confusion quand même entre ces deux événements. Il y a une réunion de politique monétaire et 2 semaines plus tard, il y a le document qui vient la débriefer plus en détail. On va au-delà du communiqué de presse, au-delà de la conférence de presse. On donne les détails, un gros rapport. Donc il n'y a pas ce soir de décision sur les taux, comme un certain nombre d'entre vous semblent encore le croire. Ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. De toute façon, je dois céder la parole puisqu'à partir de 16 heures commence le webinaire hebdomadaire, donc de chaque mercredi à 16 heures sur les vagues d'Elliott et les fourchettes d'Andrews. Donc le principe, c'est ce point de marché hebdomadaire à l'aide de l'approche elliotiste. Donc je vous laisse entre les mains donc, de Nicolas Lavallée. Et puis vous avez aussi le point de clôture à 17h30. Le webinaire de 18h, de quoi débriefer avant les minutes de la Fed. Et quant à moi, je reviendrai sur cet événement en live dès demain à 9h15 dans le Good Morning Euro-Dollar. Voilà, merci à toutes et à tous, bon webinaire sur les vagues d'Elliott et à plus tard.